Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille sur le podcast Persévérer pour mieux rêver. Mes invités ont une passion, un rêve qu'ils ont choisi de transformer en carrière. Ils vous parleront de leur parcours, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de l'importance de ne jamais abandonner ses objectifs. J'espère, à travers ce podcast, vous permettre de trouver la force et la motivation de suivre vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Thomas, bienvenue dans le podcast. Salut Justine, merci. Donc je vais te laisser te présenter déjà toi, ton parcours et ce que tu fais dans la vie à nos auditeurs. Ok, alors moi donc je m'appelle Thomas, j'ai 24 ans, j'ai fait une école de commerce pendant 5 ans, voilà, Master 2. Mon école elle était en Normandie, à Caen, donc j'ai fait mes 3 premières années là-bas, puis mes 2 dernières années je les ai faites sur le campus de Paris. En alternance, donc j'étais à la fois en entreprise, à la fois en cours, j'étais commercial, voilà. Et là j'ai quitté ma boîte, ils m'ont embauché après mon alternance et je viens de la quitter là en début d'année pour me lancer pleinement dans le domaine de la scène et pour devenir comédien. Et au moment où tu t'inscris en école de commerce, tu t'imaginais pas que tu allais faire une carrière artistique, tu t'es vraiment laissé surprendre ou au fond t'en avais envie? Après, en fait, c'est une fois qu'on s'est lancé et qu'on regarde un peu, on se dit, au fond, j'en ai peut-être envie depuis un petit temps. Mais bon, sur le moment, c'est pas du tout c'était pas une ligne que j'avais déjà tracée et je me suis dit, c'était sûr, il y a un moment, je vais le faire. C'est plus une envie qui est venue grandissante au fur et à mesure. Et il y a une opportunité qui s'est proposée, il y a une opportunité qui s'est présentée dans mon école. Pour passer sur scène un soir et c'est depuis ce soir-là où j'ai continué de creuser sur le métier de comédien. Est-ce que toi, du coup, dans ton enfance, t'avais pas fait de théâtre, Pas du tout. Vraiment zéro théâtre. Mon frère faisait du théâtre beaucoup et donc j'allais le voir chaque fin d'année à son spectacle de fin d'année et voilà, j'adorais aller le voir. Et je pense que ça a joué aussi sur le fait que d'après de vouloir découvrir ce milieu-là, j'étais là tous les soirs dans le public sur ma chaise et ça, il y avait l'envie je le voyais, j'avais envie d'aller sur scène. Ça s'explique pas vraiment, mais j'avais vraiment envie de monter, quoi. Et finalement, lui, il en a fait une carrière ou pas? Pas du tout. Il en a pas fait une carrière. Lui, là, il travaille. Dans une asso, il fait des interviews dans le monde entier autour de questions assez générales qu'il pose aux enfants du monde entier de toute nationalité. Et donc pas le même domaine. Il y a un domaine réalisation, mais plus derrière la caméra. Mais bon, peut-être qui sait, un jour il va peut-être y revenir. Hein, mais... Et toi, t'essayais, du coup, même si tu prenais pas de cours enfant de théâtre, est-ce que ça t'est arrivé d'essayer de faire un peu des spectacles devant ta famille? Ouais, je faisais peut-être un peu le rigolo, comme on dit, mais non, pas forcément de spectacle. Si, avec mes frères et sœurs, on aimait bien parfois faire des petites choses, se déguiser, se mettre au balcon pour que les gens nous voient. C'était plus ça, on va dire, les premiers spectacles, mais j'avais pas non plus cette tendance à tout le temps faire des petits numéros ou autres. C'était pas du tout mon caractère ou quoi que ce soit. Et il y avait d'autres formes d'art auxquelles tu étais sensible? Est-ce que tu t'intéressais par exemple à la musique ou quoi? Ou tu étais assez éloigné de toute forme d'art au bout du compte? Je m'intéressais un peu au cinéma, de par mon frère aussi, parce que plus jeune, on faisait des petits films ensemble. Vraiment, à l'époque, c'était le site Movie Maker sur PC, je sais pas si tu vois. Oui, je connais. Tu vois, on a tous commencé J'ai beaucoup souffert là-dessus. On a tous commencé par ce site. Et donc, on faisait des petits films avec l'appareil photo de nos parents. On jouait dans l'appartement, dans la maison et tout, à plein de... on faisait plein de petits films. Il invitait ses potes, et petit à petit, on faisait des plus grands films. Je mets le mot film alors que c'est vraiment on parle vraiment
même Des le mot vidéos. ouais, même le mot vidéo est peut-être un peu trop fort, tu vois. Ah ouais. Donc voilà, c'est ça peut-être que ouais, là-dessus on était assez intéressés, le montage et tout, je faisais avec lui le montage sur Movie Maker. C'est juste un assemblage de plans, hein, Mhm. mais ouais, c'était peut-être ma première sensibilité là-dessus. Ouais, c'est qui les écrivait, ça? C'était déjà toi à ce moment-là ou plutôt C'était ton plutôt, non, frère? c'était plutôt mon frère, mais Ouais. après c'était cool, il partageait ça avec moi, je donnais des idées, mais ouais, on se marrait bien à faire ça, ouais. Et t'avais quelqu'un qui t'identifiait pas forcément dans ta famille, mais même un ami de la famille qui aurait été comédien, quelqu'un qui te faisait dire que c'était possible ou... Non, pas forcément, parce que encore une fois, à ce moment-là, c'était pas du tout un projet ou une envie, une obsession. C'était juste de la découverte, quoi. J'aimais ça, mais c'était pas non plus. Je rentrais chez moi en courant, vite, on tourne un film, Antoine, vite, mon frère. Non, non, c'était vraiment, il y a pas de. Je me suis jamais posé de questions avant finalement que ça se présente vraiment, quoi. Mm. Et du coup, tu nous expliquais que ça s'est présenté une fois que t'es arrivé en école de commerce, donc tu devais avoir Ouais. quoi, 19 ans, 20 ans peut-être? Ça s'est présenté une fois que j'étais en école de commerce. J'avais 19 ans, ouais. Enfin 20 ans. En fait, en première année, quand je suis arrivé à Caen, il y avait une soirée humour dans mon école. Et c'est un concours national qui passe dans toutes les écoles. Et en fait, c'est des artistes assez reconnus qui viennent jouer et faire du stand-up. Et des étudiants de l'école peuvent se présenter et faire leur première partie. Généralement, il n'y en a pas plus de deux. Ils font leur première partie. Et ensuite, l'école choisit le meilleur passage des deux. Et l'élève représentera l'école au niveau national. Ah, génial. Voilà, au niveau national. Et donc, c'est une sorte de grand concours de stand-up pour étudiants partout en France. Et donc, j'avais adoré la soirée. Il y avait 2 étudiants de notre école qui étaient passés. Et là, pareil, cette envie dont je te parlais quand j'allais voir mon frère jouer au théâtre, là, elle était dévorante de me dire, ah, là, je me vois vraiment à cette place-là. Les amis qui aussi poussent un peu, ouais, on devrait bien y aller. Voilà, on a toujours des potes qui disent, ah, mais je te Qui verrais nous bien là-dedans, soutiennent, voilà, ouais. qui nous soutiennent un peu, mais bon, c'est toujours à prendre un peu avec des pincettes parce qu'ils ont un regard qui est pas forcément le plus objectif, mais ça joue, ça a son rôle. Et c'est trop cool de leur part aussi, tu vois. Et puis t'essayes, et puis si ça marche pas, bah, tant pis, mais bon, ça me poussait aussi de plus en plus de par mes amis. Et ce soir-là, vraiment, j'étais, voilà, ouais, là, je me vois vraiment y aller. Après, il y a les artistes qui étaient passés derrière. C'était Kevin Razi qui était passé, je sais pas si tu vois, c'est un humoriste qui avait fait son spectacle et j'avais vraiment adoré. Et je me suis dit, bon, il faut que je participe à cette soirée. Mais il se trouve que l'année, donc j'avais raté la première année, donc Ouais. il se trouve que là, en seconde année, en deuxième année, bah, on part à l'étranger, donc j'avais pas pu participer au concours qui repassait. Et j'espérais qu'en troisième année, il passe encore dans notre école, quoi. Ouais, tu l'avais vraiment dans un coin de ta Ouais, tête, ouais. quoi. Et donc pendant 2 ans, en fait, j'ai écrit un sketch pour ce passage en espérant qu'il passe dans notre école. Et troisième année, ça loupe pas, il passe. Donc là, il faut aller s'inscrire. 2 ans que j'en parlais, et là, faut plus reculer. Je t'avoue que j'étais pas trop serein d'aller m'inscrire, j'ai failli ne pas le faire. Ah ouais. Et pareil, là encore les amis. Donc là, c'est là que c'est cool, qu'ils soient objectifs ou non. Ils m'ont quand même aidé voilà, ils m'ont poussé pour m'inscrire. Et donc je suis allé m'inscrire. Et voilà, donc soir de novembre, les artistes sont venus. C'était Jason Brokers et c'était Jojo Bernard à l'époque, qui a fait un peu de stand-up pour ceux qui le connaissent. C'était 2 artistes qui venaient jouer et nous on faisait leur première partie. Et donc voilà, me voilà un soir de novembre à jouer. Il y avait un autre étudiant qui s'était présenté, qui avait déjà fait de la scène, lui, qui s'était déjà lancé. Il était plus vieux en termes d'années, il était en 5e année, je crois. Et voilà, et donc devant toute l'école, c'était un amphithéâtre de 300 personnes. Quand même. Et voilà, juste avant de passer, c'est nous qui faisions la première partie. Franchement, c'était Parce que tu n'avais pas pu le tester, ton sketch, tu le découvrais devant 300 personnes. Enfin, Exactement, j'avais jamais joué, donc je l'avais fait devant des amis un petit peu, mais c'est très dur même de jouer devant des gens qu'on connaît tout seul dans un salon. C'est limite, il y a rien de plus désagréable ou rien de plus gênant, quoi. Ouais. On préfère le faire tout seul.
Donc je savais pas du tout la valeur de tout mon texte. Donc je l'ai répété tant bien que mal. Et puis le soir, bah voilà, il faut y aller. Pression monstrueuse. Juste avant, je vais aux toilettes, je suis là en train de pisser. Je me dis, oh la vache, ça va être. Enfin, il y a tous mes amis, il y a toute ta promo. Voilà, et derrière, c'est des gens que tu revois le lendemain. Donc tu penses à des trucs tout bêtes. Tu dis, ouais, mais si ça rate, derrière, je reviens en cours demain, je commence à 9h. Et tu dis, je vais être celui qui s'est raté, quoi. Est-ce qu'ils vont me regarder pareil, quoi? Enfin, c'est des trucs trop cons, quoi. Et puis go, quoi, j'y vais. Et puis là, c'est 10 minutes, mon passage. Et 10 minutes où t'as l'impression d'être dans une sorte de. T'es dans un flou, je balance mon texte et voilà, c'est un moment un peu à part. Je pourrais pas dire que ça a duré 10 minutes, enfin, la notion du temps elle était bizarre. Et, mais bon, je sentais que j'étais vraiment en train de faire un truc que j'avais vraiment envie de faire depuis un petit bout de temps. Enfin, depuis cette première année où j'avais vu cette soirée, là j'y étais. Et t'as l'impression qu'il y avait un côté un peu irréel, même je voyais pas vraiment les gens devant, mais je balançais mon texte un peu avec beaucoup de nervosité, beaucoup de stress. En plus, c'est vrai que pour ceux qui sont jamais montés sur scène, peut-être expliquer que quand t'as les lumières, tu vois le public tout en noir. Ouais, c'est vrai, ça dépend de la salle aussi, mais, mais oui, complètement, tu vois pas pareil sur scène. C'est une sensation qui est très particulière. Enfin, on voit pas le public comme le public voit l'artiste. Ouais, absolument, absolument, c'est vrai. Mais ça encore, la lumière m'a pas trop dérangé, mais c'est plus le fait de, voilà, on a cette sensation d'une salle qui vous écoute. Et vous avez ce micro, vous entendez votre voix. Voilà, c'était vraiment tout était nouveau à ce moment-là. Donc, mais ouais, hein, et là il y a les premiers rires sur les premières blagues. De recevoir tous les rires comme ça, c'est particulier. Mais une sensation, voilà, c'est vraiment une sensation comme quand on apprend une toute nouvelle sensation, mais à 20 ans. Et donc, un moment hyper spécial, mais génial. Et je ressors de là. Je remonte les marches de l'amphithéâtre, voilà, une fois que c'est plus... Voilà, je termine ma dernière blague, ça se termine, des applaudissements, je remonte, je reviens dans la loge en haut, je retrouve les artistes, et là je suis comme... Enfin, c'est... Qu'est-ce qui vient de se passer, quoi Ouais, puis là, ça avait marché sur une première. Enfin, ouais, non, en génial, stand-up, ça marche pas systématiquement. Et là, sur ta première, ça a été génial, quoi. Ouais, non, ça a été génial sur la première. Après, j'ai eu la chance de le faire dans un cadre, je pense, bienveillant aussi. C'était mes amis, c'était mon école. Ils sont pas là pour... ils savent que c'est des étudiants de l'école, donc ils sont pas là pour les casser. Les gens étaient hyper bienveillants, comme j'avais eu ce souvenir-là en première année aussi, le soir où j'ai assisté en tant que spectateur. On était hyper bienveillants avec eux. Déjà, on reconnaissait tout le courage qu'ils avaient de passer sur scène devant tout le monde. Ouais. Et voilà, dès qu'ils avaient un trou de texte ou autre, bah, ils applaudissaient. Même moi, je crois que j'ai eu un petit trou de texte. Et ils ont applaudi, ils encourageaient. Bah voilà, donc j'ai eu de la chance vraiment. Et je pense que c'était ça qui était génial. Franchement, c'était idéal de le faire comme première dans mon école, à ce moment-là, avec beaucoup de monde. C'était la première parfaite. Il pouvait pas vraiment m'arriver grand-chose. Que mon texte soit bon ou pas, que mes vannes soient bonnes ou que je sois à l'aise ou pas. De toute façon, difficile d'être à l'aise dès la première. Mais non, là-dessus, j'ai eu vraiment de la chance de le faire dans mon école. Et ça parlait de quoi ton texte? T'avais un thème imposé ou c'était vraiment toi qui choisissais tout? Non, il n'y avait pas de thème imposé. J'avais carte blanche. C'est le principe aussi du stand-up. Il y a pas de... Voilà, tu t'apportes ton personnage avec ton texte. J'ai parlé de moi, voilà, de mes expériences un peu perso, et j'ai parlé aussi un peu de la ville de Caen. J'ai fait quelques blagues par rapport à des choses qui nous réunissaient tous ce soir-là dans la salle. Donc ça a bien fonctionné. Je parlais du tram là-bas qui fonctionnait pas très bien, par exemple, ou des choses dans l'école. Mais sinon, oui, de moi, des choses que j'avais pu observer. Voilà, 10 minutes, ça peut paraître long sur scène, c'est assez court, surtout quand j'étais vraiment dans ma bulle. Mais voilà, c'était un premier texte, un premier jet, mes premières écritures que j'avais écrites depuis 2 ans, des blagues que je répétais tout seul, le fait que je prenais beaucoup le Blablacar, les rencontres que j'ai pu faire, les moments gênants que ça engendrait, quand on rencontrait cette personne du Blablacar, qu'on savait pas s'il fallait lui serrer la main ou lui faire la bise.
voilà, il y a toujours ce moment gênant où on se retrouve à faire une bise poignée de main finalement, et c'est encore plus gênant. Voilà, c'est des petites observations, c'est les premières que j'écrivais, donc voilà, c'était les Ouais, premières. puis je pense que là, du coup, il y a quand même une sensibilité à avoir. Enfin, il faut être vachement. Mince, j'ai pas le mot en français. Il faut être Dis-le en vachement anglais, si tu veux, attentif, attentif à ce qui nous entoure. Je pense qu'inconsciemment, tu prépares quand même le stand-up depuis quelques années, parce que pour avoir ces réflexions sur les Blablacar et tout, il faut être quand même vachement attentif au monde qui nous entoure. Enfin, moi, c'est des réflexions que je me suis jamais faites. Je serais incapable d'écrire dessus, tu vois. Et je pense qu'en fait, finalement, tu devais quand même préparer, enfin, être attentif à tout ça pour réussir à écrire en 10 minutes dès le départ sur tout ce qui t'était arrivé Ouais, et sur des thèmes auxquels on pense pas forcément à la base, quoi. non, c'est clair. Bah ouais, je pense que il faut avoir ce côté un peu observateur, et ça pour le coup, c'est vrai que moi j'aime beaucoup un peu observer tout ce qui nous entoure, s'arrêter sur des petits moments, des petits détails, des petits trucs voilà, des petits détails qu'on a tous vécu. Et, voilà, ça j'aime bien les remarquer, m'arrêter dessus. Donc oui, c'est peut-être en ça, quand tu me demandais est-ce que t'as toujours voulu peut-être en faire, bah, c'est quand je repense à ces traits de caractère que j'ai de chez moi, ces caractéristiques, que je me dis oui, c'était il y avait une voilà, cette comment dire, Cette ce fibre côté-là là. chez moi où voilà, qui collait avec peut-être le stand-up, et notamment ce côté observateur, que j'ai beaucoup au quotidien, ouais. Et après, dans ton école, est-ce qu'il y avait d'autres, enfin, est-ce qu'il y avait par exemple une association de théâtre ou une association d'éloquence qui pouvait te faire, que tu pouvais intégrer, qui pouvait te former aussi au sein de l'école après ce spectacle pour te professionnaliser? Ou tu t'as pas intégré ça? Non, pas du tout. Après, après ce premier passage dans mon école, j'ai voulu continuer. Il n'y avait rien de spécifique à ça dans mon école. Il n'y avait pas d'association de scénique ou j'en sais rien. Donc en fait, je suis allé voir un café-théâtre à Caen. Il y en avait un seul. Le El Camino, pour les Canets qui nous écoutent. Voilà, c'est dans Caen. Et j'étais allé toquer, voilà, voir les barman. Je savais qu'il y avait une salle en dessous. Et je leur ai demandé tout bêtement, bah voilà, est-ce que je peux venir jouer un soir, jouer un spectacle? J'avais le mec qui avait 10 minutes de texte, et il arrive et il dit ouais, excusez-moi, est-ce que je peux faire un spectacle? Bon, ils m'ont regardé un peu, voilà, oula, pour qui il se prend, comment il va pouvoir remplir la scène, la salle. Je pensais faire venir les gens de l'école et tout, enfin bon, voilà, le mec est fou, quoi. Et ils m'ont dit, bon, bah écoute, on peut pas te donner la salle comme ça, mais on connaît un humoriste qui joue beaucoup ici, et on va te donner son numéro, et appelle-le, et peut-être qu'il, voilà, pourquoi pas faire sa première partie un soir. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait, je l'ai appelé, et il s'appelle Harold Barbet, et c'est un humoriste canet, et voilà, il m'a dit, bah écoute, viens un soir, tu fais ma première partie, et tu joueras, voilà, tu pourras essayer, quoi. C'est ce que j'ai fait, donc. Et tu jouais le même 10 minutes sur ces premières parties-là ou t'écrivais d'autres choses et Là, j'ai joué d'autres choses? j'ai joué le même 10 minutes. Enfin, pas exactement le même. Pas les blagues que j'avais faites spécifiques pour l'école, Ouais. plus pour la destination de mes amis. Mais il y avait une base qui était un peu similaire sur le Blablacar. Ce moment où notre mère nous laisse à la caisse du supermarché parce qu'elle a oublié un produit qu'elle avait voilà, dans un rayon, et du coup, au moment de payer, on se retrouve seul face à la caissière. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça. Là-dessus, j'avais refait pareil. Mais sinon, les blagues plus spécifiques, ouais, je les avais enlevées. Et là, au moment où tu démarches donc ce bar pour faire ça, tu te dis que c'est vraiment pour le kiff en dehors de tes études, ou tu commences quand même à te dire que bon, si ça marchait, ce serait quand même une bonne idée d'en faire une carrière? Non, je pense que bah, le fait, comme toute nouvelle chose, l'euphorie du début, on se dit, ouais, si c'était peut-être ma carrière, tu vois, un peu des étoiles, un peu plein les yeux, un peu naïf, quoi, parce qu'on n'y connaît rien encore. On a fait 2 scènes. Donc, non, dès le début, en fait, enfin, vraiment, j'ai été pris de cette passion-là. Ouais. Waouh, ouais, ça a bien marché, donc il y a peut-être un truc à faire, c'est peut-être moi le gars de demain. Enfin, vraiment, l'euphorie pour toute passion ou toute chose. Je pense que c'est pareil dans plein de domaines.
bah Ouais, voilà, ça a été d'un coup, la c'est petite, devenu une la drogue, quoi. petite picouse, quoi, Ouais. tac, qu'on te fait, et là on te dit, oh, ouais, vas-y, fonce, quoi. Mais bon, je pense que c'est normal, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et là, donc une fois que tu vas dans ce bar, comment ça se passe après pour la suite? Comment tu développes ta carrière en fait Donc, jusqu'à aujourd'hui? ça s'était bien passé, la première que j'ai faite de l'humoriste, la première partie que j'ai faite de l'humoriste. Très différent parce que public que je connaissais pas du tout, donc là c'est un peu plus la réalité, beaucoup moins nombreux. On a tendance à dire que voilà, c'est plus difficile de jouer quand il y a moins de personnes dans la salle. Voilà, on joue devant, je sais pas, 20 personnes. C'est pas forcément plus facile que 300 personnes parce qu'il y a un effet rire de groupe où les gens vont peut-être plus facilement se laisser rire parce qu'ils s'entendent pas rire, donc on se laisse plus rire facilement. Alors que quand on est 5 dans une salle, je retiens un peu mon rire, j'ai pas envie que tout le monde l'entende, ou j'en sais rien. Donc vraiment différent. Pas facile du tout. Ça s'est pas aussi bien passé peut-être que dans mon école, mais bon, c'est normal. Mais toujours hyper intéressant et assez positif. J'ai eu des bons retours de l'humoriste en question. Et il m'a refait confiance, donc il m'a reproposé de revenir une autre fois. Donc c'est comme ça que j'ai continué en fait à faire ces premières parties dans ce café-théâtre-là, mais également à d'autres endroits en Normandie. Ça a été plus compliqué à d'autres endroits, dans des petits villages un peu perdus. Je me souviens d'un dimanche dans un petit village en Normandie. Voilà, il y avait quoi, 10 personnes dans une salle qui pouvait en accueillir 250, donc hyper bizarre. Ouais. Et lui, il s'en fichait, il avait l'expérience, il rodait son spectacle, et il tourne beaucoup en France aujourd'hui, il marche très bien. Et voilà, moi je faisais sa première partie, j'étais avec mon texte qui était clairement à destination de petits étudiants, là dans la salle c'était, je crois, 60 ans de moyenne d'âge. Superbe âge, hein. J'ai rien contre ça. Hein. Mais mais c'est vrai que les Blablacar, c'est moins leur génération, quoi. En plus, j'ai parlé de la cigarette, des petits trucs quand t'es jeune. Que tu demandes, ouais, t'as pas un feu, s'il te plaît. En vrai, c'est une phrase d'accroche. Enfin, vraiment, enfin, le texte de début, quoi. Et pas un rire, quoi. On est plus sur un TEDx. Hein, je sais pas si tu vois, on est plus sur une conférence, quoi. Ouais, c'est voilà. ça, là. Et tu vois dans le regard des gens pourquoi t'es là. Écoutez, je ne sais pas. Parce que, je me le demande aussi en ce moment. Aussi. Au début, on s'excuse un peu, limite d'être sur scène, on prend cette posture de désolé, en fait, je suis pas du tout légitime d'être là. Alors qu'il faut pas, hein, mais bon, faut passer, je pense que c'est passage obligatoire, mais ouais, il y a eu des fours, hein. Ouais. Des fours à 290 degrés, hein, pas sur un 50 degrés. Hein. Et là, quand tu remontes la fois d'après, tu dois angoisser ou finalement Ouais, c'est clair, faut remonter assez rapidement pour pas laisser ça traîner. Mais je montais pas très souvent, hein. C'était vraiment qu'à Caen, je continuais mon école, voilà, j'étais à Caen. Je montais pas très souvent. Quand il faisait un spectacle, voilà, il m'appelait ou pas forcément, mais voilà, je faisais ses premières parties. Donc c'était pas très régulier. Je m'étais inscrit en attendant, je m'étais inscrit au théâtre d'improvisation dans mon école. Il y avait un cours. Donc ça m'a apporté aussi autre chose. On a fait un spectacle aussi de fin d'année dans mon école, où là on avait écrit toute une pièce avec un ami. On jouait les deux personnages principaux. C'était le tour du monde en 80 jours. Voilà, je jouais Phileas et il y avait tout un truc. Donc voilà, je continuais en fait petit à petit. Je faisais des choses petit à petit qui m'approchaient de ce domaine-là. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment en troisième année, 19 ans, 20 ans, pardon. Ouais, 20 ans, 21 ans, 21 ans, où j'ai commencé vraiment à faire des choses sur scène, prendre des cours de théâtre d'improvisation. C'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à faire mes débuts, quoi. Et là, entre le théâtre d'improvisation, ces petites premières parties et tout ça, ça devait prendre peut-être finalement presque autant de temps que tes études dans ta vie, non, avec le temps? Non, au début, non, ça allait. Ça me prenait du temps plus dans ma tête parce que j'y pensais beaucoup. En cours, d'un coup, tu pars dans ta bulle et t'écoutes plus trop le truc. Tu repenses à un soir où ça a bien marché, tu repenses à ce que tu pourrais faire. C'est plus ça où ça prend du temps, c'est mentalement, psychologiquement, tu y penses beaucoup.
parce que c'est le début, c'est un peu euphorique. Dans l'école, j'étais identifié comme celui qui faisait de l'humour. En plus, j'avais fait le spectacle de fin d'année, donc ça avait bien marché aussi. J'avais pu remonter une deuxième fois dans mon école. Il y avait une soirée où un peu tous les talents de l'école, ils appelaient ça comme ça. Donc il y en a qui dansaient, qui chantaient. Moi, j'avais refait un sketch. Et c'était cool, mais du coup, j'avais un peu cette étiquette-là. Euh, Ça me gênait pas forcément, hein, mais voilà, mais c'est plus, ça m'occupait du temps de. Voilà, j'y pensais, j'écrivais dans mon appartement à Caen là-bas. Mais niveau temps, ça va. C'est pas encore. Ça occupait pas tout mon temps non plus. Et tes amis qui t'avaient soutenu au tout début pour te faire aller sur scène, ils étaient toujours très présents derrière pour t'encourager à persévérer, ou finalement ça les avait fait rire une fois et après ils sont passés à autre chose? Non, ça là-dessus, Donc, franchement, l'entourage, ouais. c'est hyper important. Non, ils ont été à fond avec moi du début, depuis le début et encore aujourd'hui. Non, ils étaient trop contents. Eux aussi, ils découvraient aussi un domaine comme ça avec moi. Ton entourage parfois découvre un domaine quand tu te lances dans une passion, découvre ce domaine avec toi et s'y intéressent. Ils se sont vachement intéressés. Je leur ai fait découvrir ça en même temps que je le découvrais. Et je pense qu'ils ont eu plaisir à l'écouter aussi, du coup, ce domaine. Non, ils ont été. Voilà, ils me demandaient comment ça s'était passé. Je révisais avec mon. J'étais en colocation là-bas. J'étais avec une pote et un pote. On était 3 dans une coloc. Et je leur jouais mes textes. Ils s'intéressaient vachement. Non, là-dessus, j'ai eu énormément de chance avec mon entourage. Ouais, je pense que c'est assez primordial si on te décourage pas, quand même. Ça joue énormément, je pense. C'est clair. Voilà, mais sans me dire t'es fait pour ça ou t'es pas fait pour ça. C'était pas ça, c'était plus bah voilà, il m'arrêtait pas, il me disait bah trop bien quoi. Ouais. Là t'en as envie là à l'instant T, bah, t'arrêtes pas quoi. Et pareil pour mes parents, je leur racontais, ils trouvaient ça très cool. Et c'est à quel moment que t'es passé donc des premières parties de cet artiste à tes propres spectacles sur scène? C'est à partir du moment où je suis revenu à Paris pour mes 2 dernières années d'études, donc en alternance, comme je disais au début. Donc j'ai été sur le campus, toujours de la même école, mais le campus de Paris. Et donc là, j'arrive à Paris et bah là, il y a beaucoup plus de cafés-théâtres à Paris. Voilà, je me rends compte que c'est beaucoup plus développé. L'humoriste Canet m'en avait déjà beaucoup parlé, m'avait donné le nom de certains cafés-théâtres où je pouvais aller jouer. Donc les plus connus, le Panama Art Café, le Café Oscar. Donc j'avais noté tout ça et bah go quoi, je savais qu'on pouvait les contacter sur les réseaux sociaux, j'ai envoyé des messages et toujours avec mes petits textes 5-10 minutes et voilà donc au début voilà les cafés théâtre me répondaient, ils me donnaient des créneaux très tôt, des créneaux à 17h, à 18h. C'est généralement les créneaux qu'on donne à ceux qui débutent parce que c'est des créneaux où il y a moins de monde et ils risquent moins de. Voilà, ils ont moins à perdre, on va dire, parce qu'il y a moins de monde qui vient voir à ce moment-là. Les créneaux qui sont importants, c'est ceux à partir de, voilà, peut-être à partir de 20h, où là, il y a beaucoup plus de monde jusqu'à minuit. Oui, puis c'est vrai que le Paname, il y a beaucoup d'humoristes qui sont dans le milieu depuis très longtemps, qui rodent leur spectacle là-bas à 20h. Absolument, ouais. Et donc, en fait, voilà, après, tu essaies tu gravis les horaires petit à petit, en fait, on te fait confiance, bah viens maintenant à 18h, bah viens à 19h. C'est comme ça un peu que ça avance, mais au début, on te donne un 5 minutes ou un 3 minutes à 17h. Et là, je rencontre la réalité du terrain, on va dire. Je joue à 17h au Paname, il y a 5 personnes, on te demande de ramener 2 potes à toi en plus, donc sur les 5, t'as 2 potes à toi. T'es là, c'est un petit café-théâtre, t'es vachement proche du public. C'est hyper particulier, mais c'est ça la réalité. Et donc là, waouh, là, ces petits coups de. Ouais, là, à un moment, t'as douté ou pas tellement, enfin, quand t'étais. Pas douté, mais je me suis dit, ok, ça va être un. Ok, ça va être un sacré combat. Mais j'ai trouvé ça quand même hyper intéressant. L'exercice en lui-même reste assez intéressant. Qu'il y soit 5 personnes, 20 personnes, 90 personnes, tu vas pas pouvoir jouer pareil. Tu vas pas pouvoir prendre le même ton. Tu vas pas pouvoir juste déballer ton texte.
Donc, ou parfois réagir. On apprend les réactions par rapport au public. On va du coup, voilà, c'est tout ça. En fait, j'étais obligé de l'apprendre et le fait de le faire, de le pratiquer, différentes salles, je vais au Café Oscar, voilà, différentes ambiances. En fait, on apprend tout ça et derrière, voilà, non, j'ai pris ça comme un, c'est génial, quoi. C'est hyper intéressant. Voilà, C'est la meilleure école, en fait. meilleure école, oui, clairement. Et maintenant, tu fais des spectacles tous les soirs, t'es sur scène tous les soirs? Non, je l'ai fait beaucoup plus à un moment. En fait, pendant mon alternance, donc j'étais commercial dans une boîte à Paris. Et c'est là, à ce moment-là, où j'ai joué le plus souvent. Donc voilà, toute la journée, je bossais, j'allais à mes rendez-vous un peu partout en France et tout. Et je revenais, et, j'avais programmé des dates pour le soir. Et là, je jouais assez régulièrement. Donc j'allais toujours dans les cafés-théâtres à jouer. Je commençais à jouer de plus en plus tard. On rencontre petit à petit du monde qui t'invite sur ton plateau. Et donc là, ça marchait bien. J'ai monté mon plateau avec des amis que j'ai rencontrés dans le domaine. Et du coup, on avait un plateau tous les mardis soirs, là à Paris. Et donc ça prenait de plus en plus de temps. Je chopais des trains après le boulot pour aller jouer. On m'a invité à Caen ou à Nantes, voilà, avec les gens que je rencontrais. Donc là, c'était vraiment génial. Et là, ouais, je jouais plus souvent, j'avais plus de textes, j'allais jouer 15 minutes, voilà, on joue plus souvent, 20 minutes. Tout augmente, quoi. Et c'était génial. Et ouais, ça a pris le dessus. Et du coup, ça a pris tellement le dessus que cette envie de jouer, et en fait, pas forcément que du stand-up, petit à petit, ça a commencé à se développer. Ça a pris le dessus sur mon boulot. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup. C'est maintenant, j'ai que 23 ans. Quoi. Ouais. Et c'est pas une décision qui t'a fait peur? T'as pas eu peur au moment où tu démissionnes du coup pour te lancer là-dedans? C'est quand même un choix. Ouais, c'est pas un choix anodin non plus. Surtout qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup par, comment dire. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup par carrière, par voilà, chacun doit avoir sa place, on va dire, dans la société, chacun doit avoir son métier. Voilà, quand on se présente en soirée, alors toi tu fais quoi? Voilà, il faut avoir un truc à dire, chacun a son étiquette, quoi. Donc je savais que je me lançais peut-être dans un truc où pendant plusieurs temps, à cette question-là, je vais pas pouvoir. Enfin, je vais dire que ouais, je suis en train de me lancer dedans, mais je sais que ça va être long, je sais que ça va être intéressant mais long. Donc voilà, c'est plus tout ça auquel on pense. Il y a cette pression-là un petit peu. Mais après, j'ai eu de la chance, j'étais dans une boîte où ils savaient très bien ce que je faisais à côté. Ils venaient me voir, jouer le soir. Donc c'était assez génial. J'étais là encore, l'importance de l'entourage, on en parlait. Là, c'était plus mes amis, mais la boîte dans laquelle je travaillais. Qui était qu'on réfléchit même avec moi, eux ils voulaient me garder. J'ai fait à la fin de mon alternance ils m'ont embauché, mais j'ai hésité à tout de suite peut-être, donc c'était en juillet 2020, pourquoi pas tout de suite commencer. Il y avait le Covid à ce moment-là. Ouais, ce que j'allais dire, juillet 2020, ça doit. Juillet C'était 2020, pas le meilleur moment. C'est une date dans la tête de tout le monde qui est assez dure. Ouais. Donc non, clairement pas le meilleur moment. Mais d'un côté, ce qui est, en fait, oui, c'est pas le bon moment, mais le truc c'est que quand on a autre chose qui nous plaît plus à côté de ce qu'on fait, c'est dur de. Enfin, j'ai trouvé ça difficile en fait de me donner à fond dans mon métier à ce moment-là qui était celui de commercial. Et j'avais l'impression d'être un peu en dessous par rapport aux autres parce que mais pourquoi je me donne pas autant. Mais c'est juste que je pouvais pas vraiment. J'avais ça à côté qui t'occupe plus ou où tu as l'impression d'être peut-être meilleur. Tu donnes plus à fond, tu comptes moins tes heures. Et donc en fait ça c'est plus ça le dilemme plutôt que le dilemme du Covid. Mais bon, j'ai quand même été réaliste sur le coup. Je me suis dit bon allez, je vais rester jusqu'à quand même chez eux. Et en plus j'aimais bien la boîte dans laquelle j'étais, j'aimais quand même ce que je faisais, j'aimais énormément les gens avec qui je bossais. Et là en début d'année, ouais, là, j'ai dit bon allez, go, c'est le moment. Et voilà.
Et là, donc au moment où tu te dis go, j'y vais, comment tu fais pour trouver plus, donc pour que ça prenne plus de temps? Est-ce qu'on est venu te chercher pour faire plus de scènes ou pour faire d'autres projets? Ou est-ce que c'est toi qui es vraiment allé démarcher Non, c'est toujours à toi de le faire. Voilà, donc là j'ai envoyé plein de messages au Café Théâtre, donc j'ai joué plus régulièrement. Alors là encore, c'était quand même, on parle de février 2021, on était quand même dans une période avec la pandémie qui était encore pas incroyable, donc tout n'était pas ouvert. Nous on avait dû fermer notre Café Théâtre à nous, qu'on avait monté là, avec des amis, et d'ailleurs on n'a toujours pas pu le rouvrir, le restaurant en question a fermé. Donc voilà, à ce moment-là, c'était pas la meilleure chose. Donc il y avait quand même ça qui en plus, moralement, jouait un peu sur moi. Mais ça m'effrayait pas pour autant. J'étais persuadé avec tous les retours que j'avais pu avoir par les gens du milieu, qui m'avaient déjà vu jouer, tout ça était assez positif. Donc voilà, en tout cas, j'étais toujours pris par ça. Donc j'avais envie ça me faisait... C'était pas de la peur vraiment au moment de me lancer. C'était plus est-ce que je vais réussir à faire ce qu'il faut, suffisamment de choses pour rencontrer les bonnes personnes et continuer d'avancer. Et voilà, donc bon, les cafés-théâtres n'étant pas rouverts pleinement, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Donc écrire évidemment, mais aussi pour avancer. Donc j'ai fait un stage dans une école de comédiens d'une semaine. Enfin, c'est des auditions, en fait, j'ai passé des auditions pour une école. Et ça m'a énormément plu. C'était plus sur le côté théâtre. C'est les cours Cochet à Paris, les cours Jean-Laurent Cochet. Ouais. Et hyper intéressant. Et du coup, j'ai été pris dans l'école. Et là, j'ai démarré là en septembre cette formation où donc j'ai cours tous les matins. Et voilà, je voulais vraiment apprendre ce côté-là pour derrière l'apporter à mon personnage sur scène. Et là, tu t'épanouis vraiment dans cette formation? Tu vois vraiment que c'est là ta place? Oui, je pense que ma place est là. Au stade où j'en suis, là je te réponds oui à cette question. Pour le moment, oui, je pense que ma place est là parce que j'aime ça, j'ai l'impression de comprendre, j'ai l'impression d'arriver à avancer dedans, j'ai des bons retours, et parce que là, instant T, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire. Dans 10 ans, je voudrais peut-être être, j'en sais rien, dans la bourse à Wall Street, voilà. Mais donc oui, là c'est là ma place aujourd'hui, parce qu'avec toutes mes envies... c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Donc voilà, ouais, c'est ça. Pour l'instant, ouais, j'ai l'impression d'être là où j'ai envie d'être, quoi. Et tu parlais aussi donc de tes autres projets, du fait que tu t'es ouvert au théâtre. Tu fais notamment aussi une chaîne YouTube donc où tu publies des vidéos un peu toutes les semaines. Est-ce que tu veux parler un peu du concept et d'à quel moment tu t'es dit que t'allais faire ça aussi? Ouais, absolument. Donc pendant le premier confinement, avec un ami de longue date et qui fait aussi du stand-up, on a écrit un peu des sketchs et on s'est dit pourquoi pas les faire en vidéo et pour s'occuper un peu pendant le confinement. Et on a de la chance d'avoir des amis lui avait des amis qui étaient dans la vidéo, la réalisation, et qui ont été, on leur a parlé du projet. Ils étaient déjà venus nous voir à notre café-théâtre, ils avaient beaucoup aimé ce qu'on avait fait. Et voilà, ils se sont dit, bon, eux aussi à ce moment-là, débuter dans leur domaine de la réal. Et ils ont trouvé ça trop cool comme projet. Ils se sont dit, bah go, quoi, on va se faire aussi les dents avec vous, ça nous fait des nouvelles expériences, on va apprendre des choses. Et donc on a commencé à tourner c'est des mini courts-métrages de 3, 4 minutes, 5 minutes, qu'on sort toutes les semaines, tous les dimanches. Il y a un nouveau court-métrage où on joue des personnages différents. On essaye de faire en sorte d'y croire à cet univers. On est sur un champ de bataille, on a des militaires. La semaine suivante, je suis un postier, je vais lui livrer un colis. La semaine d'après, on est au Far West. Celle d'ensuite, on est des cuisiniers. Après, on est juste des potes autour d'une table. Vraiment, à chaque fois, voilà. Mais le but, c'est d'y croire. C'est quand même un boulot énorme de créer un nouvel univers. Enfin, un court-métrage, normalement, c'est quand même des mois de préparation. Complètement. Ouais. Là, c'est un boulot énorme de réussir à en sortir toutes les semaines entre copains, quoi. Ouais, clairement. Donc, on a emmagasiné un peu de stock de vidéos pendant le confinement pour ensuite tenir cette cadence d'une semaine. Et donc, en février 2021, là, on a sorti une première saison de 12 épisodes. Donc, pendant 12 semaines, il y avait un épisode qui sortait.
On faisait le montage et tout. Et donc voilà, c'est assez cool et nouvel exercice aussi pour nous. Donc, voilà, j'étais vraiment ça. J'étais content de découvrir aussi ce côté-là. Premier rapport aussi avec la caméra, mais aussi ça touche la notion du jeu évidemment que j'avais découvert déjà au début que par la scène, mais là c'était encore autre chose et donc hyper intéressant. Ouais, là, que ce soit au niveau de l'écriture ou du jeu, c'est complètement différent. Enfin, déjà, il y a une différence entre le théâtre et le cinéma, mais entre le stand-up et le cinéma, c'est vraiment deux mondes qui, en fait, qui peuvent paraître assez proches, mais qui, finalement, dans l'approche, sont complètement différents. Ouais. Tu interagis plus, Ouais, complètement. Ouais, ça a rien à voir. Ça a rien à voir. C'est, comme tu dis, déjà le travail d'écriture, parce que ce que tu vas écrire, derrière, il faut le jouer en vidéo. Est-ce que le rendu sera le même? Il y a des vidéos qu'on n'a pas sorties. Ah ouais. Parce que, une fois monté, on voit que les vannes, ça prend pas, l'histoire ne prend pas, on n'y croit pas. Bon, voilà, déjà de découvrir ce côté-là, c'était intéressant. Mais oui, c'est des métiers à part entière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des humoristes, il y a des acteurs, il y a des auteurs, des réalisateurs. Enfin, ouais, il y a un métier pour chaque. Et nous, on fait un peu tout en même temps, mais je pense que c'est normal au début. C'est bien de s'essayer. Nous, on adore s'essayer à tout. Et tout ça s'affine et voilà, nous mène à quelque chose, quoi. Et là, tu essaies de passer maintenant des castings pour des films de cinéma et tout. Tu restes quand même principalement sur la scène et moins sur l'image quand même. Non, absolument. J'essaye voilà, de passer des castings. Avec ces vidéos qu'on a faites avec mon ami, on a pu avoir ce qu'on appelle une bande démo, Ouais. C'est-à-dire avoir une sorte de petite vidéo qui nous présente, nous en tant que comédiens. Voilà, on sélectionne des passages où voilà, j'apparais dessus, où j'ai du dialogue. Et cette petite vidéo-là, accompagnée de photos aussi de moi, je peux l'envoyer, par exemple, pour répondre à des castings. Voilà, et derrière, ils aiment ou ils aiment pas, ils te contactent et tu passes le casting. Donc ça nous a servi de base pour nous au début. Et donc voilà, c'était une bonne idée, mine de rien, d'avoir fait ça pour avoir cette matière-là à présenter. Et donc oui, j'essaie de passer des castings, j'en fais. Voilà, j'ai pu aussi envoyer ma bande démo à un agent qui maintenant voilà, s'occupe de me trouver des castings ou autres. Donc je découvre tout ça en même temps et voilà, j'en cherche aussi de mon côté parce que c'est pas le tout d'avoir un agent, ça fait pas du tout tout, hein, c'est surtout au début, c'est à toi quand t'as pas un nom, t'as rien. Ouais, il faut te créer les opportunités. Ouais, c'est pas juste il y a un agent qui s'occupe de ça, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Non, lui il te permet, en tout cas à mon niveau, juste de voilà, il a des bons filons, il sait où aller regarder ou autre. Il va envoyer un peu ton profil à plus d'endroits que toi tu ne l'aurais fait tout seul. Je continue de le faire tout seul de mon côté, mais lui le fait aussi de son côté, donc on est deux personnes en fait à le faire, quoi, c'est tout. Et est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des artistes peut-être plus installés, que ce soit dans le milieu du stand-up, des artistes qui font ça depuis longtemps et qui t'aient donné des conseils qui sont précieux et que tu pourrais partager Ouais, j'ai déjà l'humoriste Canet du départ, voilà, qui voilà, Harold Barbet, qui a été le premier à me faire des retours, à me donner des conseils. À ce moment-là, j'avais tout à apprendre. Ne serait-ce, ouais, j'avais tout à apprendre au début, donc ces premiers retours ont été peut-être les plus importants. Et ensuite, j'apprenais, voilà, il faut passer de toute façon sur scène pour apprendre. Il faut faire des trucs pour apprendre. Il faut pratiquer. Il faut se tromper. Ça rend des phrases bateaux de fous, les gens qui disent ça, mais voilà, c'est la vérité, quoi. Mais tu sais que je suis pas sur tous les podcasts que j'ai enregistrés, je suis pas sûre que tout le monde a dit il faut se tromper. Ouais, donc finalement c'est pas si bateau, je pense que tout ouais. le monde le retient. Non, je pense que vraiment on s'en rend compte qu'après, hein, mais on se rend compte qu'après qu'on s'est trompé, hein, mais c'est non, c'est là qu'on les prend de retour finalement sur des gens un soir qui étaient là, qui vont dire telle chose, quelqu'un du public, même parfois qui vient de voir après, qui va dire qu'il a aimé telle chose ou qu'il n'a pas aimé telle chose, un humoriste avec qui on a joué, une personne qui a vu nos vidéos, qui nous fait tel retour, à mes cours de théâtre, un prof qui va me faire tel retour. C'est avec toutes les choses voilà, qu'on entreprend, où on prend des retours à un instant, voilà, en fonction de ce qu'on fait, quoi, et c'est quelque chose qui va nous servir, quoi.
Et tu arrives à prendre le recul sur les retours, de réussir à te dire j'arrive à le prendre comme un retour qui doit me faire évoluer, pas comme une critique. Je pense que ça doit pas être simple à appréhender. Ouais, je pense que surtout dans les domaines artistiques, où à chaque fois, on propose quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui vient de nous, quelque chose d'assez personnel, peu importe le domaine artistique, et derrière, on se prend un retour, une critique, quelque chose, et oui, à ce côté-là, c'est aussi, on apprend aussi à bien recevoir les critiques, il faut mettre un peu son ego de côté, c'est aussi important de savoir bien les prendre, les retours, les comprendre. Donc oui, il y a eu ça aussi à apprendre, à bien les entendre. C'est pas toujours facile parce que on a cette réaction un petit peu quand c'est quelque chose de profondément personnel qu'on a écrit ou autre, et derrière on le montre à plein de gens. Et hop, d'une façon hyper rapide, en 2 secondes, ils vont se faire un avis. Tiens, ça j'ai pas aimé, c'était vraiment. Alors ça vraiment, ça je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt. Et alors que nous, ça fait plusieurs semaines qu'on y travaille. Mais alors qu'en vrai, si on résiste pas à ça, ça va être dur. Donc non, il faut bien le prendre. S'il y a ce retour-là, c'est pas pour rien. Oui, puis au final, si t'es passionné, tu vas plus haut que les retours. Enfin, tu disais tout à l'heure, c'était un peu une drogue. De toute façon, t'es obligé de remonter. Ouais, c'est clair. Ouais, je pense. C'est un bon moyen de savoir. C'est un bon moyen de savoir si t'es passionné. Ouais. D'avoir des retours négatifs. Oui, puis je pense que dans toutes les carrières, mais encore plus dans les carrières artistiques, t'as toujours des moments où ça marche moins bien et où il faut se relever, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup de haut, de bas. C'est un métier, je pense, très variable. Je le connais pas encore, hein. Je connais 2% du métier. Hein. Mais de ce que je vois, des gens que je rencontre, du coup, du fait d'être dedans, voilà, de remplir sa salle tous les soirs, même si c'est une salle de 50 places, faut la remplir, faut jouer le même spectacle tous les soirs, faire croire. Voilà, il y a un matin, j'ai mal à la tête, mais ce soir, faut que je joue, les gens, ils ont payé le même prix que ceux d'hier, avec qui j'ai fait une super prestation, il faut que je sois au moins aussi bon que la veille. Voilà, je dois monter tous les soirs sur scène, jouer les mêmes textes. Parfois, il y aura personne, parfois, il y aura du monde. Ouais, ça doit être hyper dur, quoi. Mais je connais pas encore ce côté-là, mais je le trouve intéressant. Ouais. Et tu retrouves souvent les sensations que tu as ressenties sur ta première scène devant cet amphithéâtre. Est-ce que non, ça a bien évolué, ouais. Ça a bien évolué. Les sensations peuvent pas être les mêmes parce qu'il y aura j'aurai plus jamais de première fois. Une première fois, par définition, il y en a qu'une, quoi. Donc c'est toujours différent. Il y a toujours du stress, il y a toujours évidemment, mais c'est différent. Je vois les choses différemment, je maîtrise la scène différemment. Donc voilà, j'écris différemment également. Donc oui, ça par rapport à la scène, tout a changé. Mon envie aussi est peut-être différente. Elle s'exprime d'une manière différente. C'est pour ça que voilà. J'ai eu envie de creuser plus aussi la partie théâtre, la partie casting. Voilà, ça évolue tout en restant dans le même domaine, mais voilà, c'est quand même c'est bien différent maintenant. Et pour toi, c'est quoi la plus grande richesse de ton métier ? La plus grande richesse de mon métier, je sais pas. Alors, c'est pas encore mon métier aujourd'hui. C'est comme je te disais, là, j'ai quitté la boîte dans laquelle j'étais. Comme j'ai travaillé 2 ans et demi pour eux, ça me permet de toucher le chômage. Donc, c'est ce qui m'a permis de faire un peu ce virage-là. Parfois, on veut se rassurer. Du coup, j'ai ce matelas-là. Donc, ok, parfait, je prends ce matelas et j'essaye. Et on se dit, bon, au pire, voilà, dans 2 ans, quand ça s'arrêtera, le chômage, bam, je reviens sur le circuit un peu plus traditionnel. Donc, mais je pense que la plus grande richesse dans ce que, en tout cas, j'entreprends, dans ce que j'aime, là, actuellement, dans le métier, enfin, dans l'univers vers lequel je me tourne, franchement, c'est les rencontres que ça me permet de faire, quoi. Ouais. Enfin, je vois pas ça comme
je sais pas, c'est peut-être bizarre, mais je vois pas ça comme un métier. Euh, j'ai pas l'impression d'être humoriste ou j'ai pas l'impression d'être comédien. J'ai pas de par ce que je fais, j'ai pas l'impression d'être tout ça. Non pas parce que j'ai pas non pas parce que j'ai pas encore un vrai statut et un vrai salaire de par ça, mais plutôt parce que le fait de faire plein de choses, j'ai l'impression que c'est plus, je sais pas, c'est plein de projets différents, et du coup je rencontre plein de gens différents. Avec la scène, j'ai rencontré plein d'humoristes, ça m'a fait faire voyager à d'autres endroits en France, dans des soirées, il s'est passé plein de trucs, j'ai dormi sur place, j'ai rencontré d'autres gens. Euh, les vidéos, voilà, les amis, les gens de la réalisation qu'on a rencontrés, avec qui maintenant on tourne encore, c'est des gens que je connaissais pas du tout avant, je découvre ça, le montage, le théâtre, j'ai rencontré les gens du théâtre de par ma formation maintenant. Euh, Ouais, c'est hyper humain en fait. C'est hyper humain, franchement là-dessus c'est génial quoi. C'est génial. Et c'est vrai que là-dessus, de l'extérieur, quand... je pense d'ailleurs, c'est sûrement quelque chose que peuvent ressentir les auditeurs, mais quand tu es de l'extérieur de ce milieu, que tu connais personne, ça t'intéresse, mais que t'as personne dans ton entourage qui a fait ça, ça peut paraître être un truc hyper fermé, enfin, où on a absolument besoin d'un réseau. Et finalement, je trouve qu'une fois qu'on se lance, on se rend compte que le réseau, il vient tout seul, en fait. Enfin, c'est pas tant fermé que ça. Est-ce que tu as eu cette sensation, toi aussi Ouais, complètement. Rencontrer du monde. Ouais, tu dois le voir toi aussi avec tes podcasts, avec les gens que tu rencontres de par tes podcasts, et est-ce que ça t'apporte aussi voilà, de mieux t'y connaître, ne serait-ce que de comment faire un podcast ou autre. Mais ouais, complètement. En fait, on se rend compte qu'on rencontre rapidement du monde, du métier, du domaine, et qui vont nous apporter autre chose, qui vont nous apporter une autre marche, on monte de marche en marche, et ouais, on se rend compte en fait, attends, en fait, je suis déjà là, je suis déjà à ce stade-là de rencontres, de nouvelles choses que j'ai apprises. Ah ouais, d'accord, donc et en plus j'ai l'impression de pas être à fond. Ah ouais, donc si je m'y mets de plus en plus à fond, ah ouais, je peux aller taper encore vraiment plus loin. Donc ouais, il y a une sorte de réseau, comme tu dis, qui se fait un peu tout seul, mais alors faut faire des choses, hein, par contre, il faut pas... ça part de nous, quoi. Mais une fois qu'on les fait, en fait, c'est même un côté un peu limite rassurant. De se dire, ah mais ouais. Oui, complètement. En fait, ça dépend que de moi, quoi. Et de me dire que ça dépend que de moi, bah, ça me dérange pas. Ouais, donc du coup, si on doit donner un conseil, finalement, c'est vas-y, fais quoi. Ouais, c'est clair. Ah, ouais. Fais des choses, va chercher. Ouais. Ah ouais, peu importe le domaine, fais des choses, va chercher. Tu sais pas sur qui tu vas tomber, tu sais pas où ça va te mener, mais c'est ça qui est génial. Enfin, je pense, et ça, il y a un côté un peu, ça fait un peu peur, ce qui est normal, je pense que c'est une réaction normale. Et j'ai encore peur, hein, je sais pas du tout où ça va me mener, tu vois, mais bon, après, c'est toujours de se dire, ouais, j'aurais trop de regrets à me dire, j'ai rien tenté. Et ça, les regrets, en vrai, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur, quoi. Ouais. Parce que on peut rien y changer, quoi. C'est passé, quoi. Oui, c'est ça. Faut savoir monter dans le train quand ouais, tu passes, c'est ça. Et puis, moi, j'ai la chance d'être... voilà, je suis encore jeune et tout. Enfin, ouais, je me vois mal faire ça, me lancer à 60 ans ou... je pourrais, hein, il y a des gens qui se lancent à 60 ans. Moi, ce qui est génial, c'est que je suis dans ma formation théâtrale, je suis avec des gens de tous les âges. Il y en a qui, 45 ans, ils étaient directeurs financiers, et là maintenant, bam, ils se disent, bah ouais, c'est quelque chose que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Allez, je prends un virage et je me lance dedans. Je veux être comédien. Et je trouve qu'ils sont limite plus courageux que moi encore de le faire à ce moment-là, quoi. Ils ont des enfants, ils sont installés, ils ont une maison. Et moi, je me dis, en fait... ils ont vraiment dû entendre t'es complètement fou de faire ça. Ouais, et exactement. Eux me disent, ah, je trouve que t'as du courage de faire ça à ton âge. Et je sais pas comment leur dire que, en fait, non, je trouve que j'ai l'impression que c'est toi qui as plus de courage que moi, quoi. Et ça m'a fait relativiser sur ce que j'étais en train de faire. En fait, non, s'il y a un moment où il faut le faire, c'est plus facile maintenant peut-être que plus tard, je pense. Et donc... go, quoi, faut pas voir ça d'une manière trop waouh, c'est vertigineux. Non, c'est mieux de le faire maintenant, je pense. Mais ouais, encore une fois, ça m'a fait faire des rencontres là-dessus, d'âges différents, c'est hyper enrichissant de me confronter
des gens qui sont une même envie que moi, mais à un moment différent de leur vie. Ça, c'était hyper riche, ouais. Ouais, puis que t'admires pour ça en plus. Complètement. Franchement, je les admire vraiment là-dessus. Et donc, j'ai pas le sentiment de. Enfin, voilà, j'ai pas le sentiment de. Enfin, ça m'a fait un peu relativiser là-dessus, de me dire que voilà, je prenais pas un énorme risque non plus. Enfin, j'avais l'impression de prendre un moins grand risque que. Ouais, c'est sûr. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve si tu t'autorises à arriver sur ta carrière et que tu dis... Si on je pense qu'on rêve tous sur notre carrière, tous les jours, secrètement, on rêve tous. Enfin, j'espère en tout cas. Non, mon rêve, ce serait de vivre, voilà, de réussir à vivre comme je l'entends de tous ces projets-là, quoi. De continuer d'avoir tous ces projets. Et autour du jeu, de ce que j'aime faire, j'aime jouer, j'aime incarner des personnages, que ce soit devant une caméra, que ce soit sur scène. Voilà, j'espère vraiment que je vais réussir à vivre de tous ces projets, de pouvoir continuer à faire tous ces projets différents. Pas juste pas juste être devant une caméra, pas juste faire du théâtre. Pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, c'est ça ma réponse, quoi. Et si toi, aujourd'hui, tu pouvais parler au toi d'il y a quelques années, ou juste avant que tu montes sur ta première scène, qu'est-ce que tu te dirais ? Ce que je lui dirais à cette personne qui est là juste avant de monter sur scène dans son école le premier soir, voilà, devant 300 personnes, qui se disaient ouais, c'est la première et tout. Ouais, je lui dirais franchement, bien joué, mec. Bien joué, parce que ça va. Bien joué, ça va te. Vas-y, quoi. Vas-y, les yeux fermés, parce que en vrai, que tu te rates sur la scène, que personne rigole, on s'en fout, c'est pas ça le plus important. C'est que voilà, là, tu t'ouvres une porte et derrière, il y aura des choses. Il y aura forcément un avant, un après, quoi. Quand on fait des choses voilà, on a l'impression que c'est waouh, là, je fais un vrai saut dans le vide. Bah, derrière, il va se passer des trucs, il y aura forcément quelque chose. Donc, je lui dirais, fonce. T'as bien fait, à partir du moment où j'étais devant la porte avant de descendre dans l'amphithéâtre, j'avais bien fait d'être là. Donc, ouais, ouvre la porte, vas-y tranquille, quoi. Ouais, parce que finalement, c'est ça qui a tout changé, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à tout changer, il faut un point de départ. Moi, c'était ça, mon point de départ. D'autres, c'était autre chose. Mais mon point de départ, ouais, il était là, quoi. Du coup, on va conclure. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter aux auditeurs sur le fait de... Le titre du podcast étant « Persévérer pour mieux rêver ». Est-ce que tu as un message à faire passer là-dessus ? Persévérer pour mieux rêver, c'est en soi, c'est un titre et une conclusion à la fois. Non, écoutez, je pense que voilà, ce qu'on disait un peu tout le long, et ce que tu as dû entendre dans les autres podcasts, et ce qui ressort souvent, c'est, comme on disait, c'est faut faire des choses, dans ce qui nous plaît. Au début, c'est juste un à côté de notre travail, un petit hobby le week-end, voilà, aussi petit le temps soit-il, aussi voilà, même si c'est quelque chose auquel on accorde peu de temps au début, même si c'est un hobby, tout ce qui est au début un à côté, quelque chose qu'on fait à côté de notre travail, que ce soit le week-end, voilà, si c'est quelque chose qu'on aime profondément, continuez de la faire, et laissez-vous porter. Si ça prend de plus en plus d'ampleur, si ça commence à empiéter, voilà, laissez la chose empiéter, pourquoi pas tenter le coup un moment, que ça devienne pleinement votre vie, et voilà, mais creuser, il faut toujours creuser, il faut faire les choses, et voilà, faut pas vraiment se mettre de limites, quoi. Il faut se laisser porter par sa passion, quoi. Faut se laisser porter par sa passion, et voilà, vous verrez où ça vous mène, et ça durera un temps donné, et puis on regardera ça après, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à la suivre sur Instagram, Facebook et Twitter afin d'être informé de son actualité. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme proposant d'évaluer l'émission, lui attribuer la note maximale m'aidera à développer ce projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, sur les réseaux, ou à échanger directement avec moi pour me faire part de vos commentaires. Merci pour votre bienveillance et à bientôt sur Persévérer pour mieux rêver.